Jeudi 12 février 2026, mesdames et messieurs, vous êtes en train de le voir sur les images. Le premier hélicoptère est en train d'atterrir, n'est-ce pas, sur l'aéroport international de Goma, sur la piste de l'aéroport international de Goma, un aéroport fermé depuis fin janvier 2025. Donc, il s'en est fallu absolument plus d'une année avant qu'un hélicoptère, avant qu'un vol n'atterrisse officiellement sur l'aéroport international de Goma. Voilà la preuve donc que les lignes sont en train de bouger et donc nous en parlons dans les cadres de ces WAP décryptage sur WAP Info Télévision. Qui est dans cet aéroport? Pour quelle mission? Et qu'est-ce qu'il est venu faire exactement à Goma? On va devoir vous en parler à travers notamment nos sources sur place, à travers également nos différents câbles. On va également revenir sur les nouveaux bras de fer entre la République démocratique du Congo et les États-Unis autour des minerais stratégiques. Et qui dit minerais stratégiques ou minerais critiques en République démocratique du Congo dont pourraient bénéficier les États-Unis. Il s'agit notamment du cuivre, du cobalt, également de lithium. Alors, on va également parler de la réponse du Rwanda par rapport aux menaces de nouvelles sanctions des États-Unis d'Amérique. Le Rwanda s'est dit n'avoir dit tout pas peur, hein, n'est-ce pas, de nouvelles menaces brandies par les États-Unis d'Amérique avec des sanctions dans la foulée. Alors, on va également faire un petit détour par le dialogue. Hein. Cette fois, l'hypothèse de Luanda est en train de se confirmer puisque la présidence angolaise aurait communiqué aux différentes parties prenantes au dialogue que les dialogues pourraient finalement se tenir à Luanda et non plus à Kinshasa comme le voudrait Félix Tshisekedi et son régime. Alors on va chuter toujours dans les cadres de ces dialogues-là en parlant des préalables fixés par Joseph Kabila avant de participer à ces dialogues. Voilà donc les différents points, mesdames et messieurs, sur lesquels nous allons devoir tabler dans les cadres de cette émission. Mais retenez d'entrée des jeux que l'aéroport de Goma vient finalement, n'est-ce pas, de recevoir son tout premier atterrissage depuis fin janvier 2025. Et c'est un atterrissage d'un hélicoptère transportant Madame Viviane Van de Peer, qui est actuellement la chef de la MONUSCO par intérim. Alors, elle vient justement s'assurer de l'effectivité du cessez-le-feu parce que vous le savez très bien, si vous nous avez suivis attentivement dans nos précédentes productions, nous vous avions parlé, n'est-ce pas, de la mission qui était assignée à la MONUSCO, c'est-à-dire de venir s'assurer de l'effectivité du cessez-le-feu, de venir également vérifier si le cessez-le-feu est mis en application par les différentes parties belligérantes, l'AFC M23 d'une part et le gouvernement de Kinshasa d'autre part. Donc vous êtes en train de voir à travers ces images nous envoyées par nos différents câbles l'atterrissage, n'est-ce pas, de Madame Viviane Van de Peer, qui est non seulement représentante spéciale du secrétaire général par intérim, mais également chef de la MONUSCO par intérim. Et donc, elle effectue une visite à Goma ce jeudi 12 février 2026 dans les buts, n'est-ce pas, de s'assurer ou d'assurer les consultations des autorités nationales congolaises, mais également de s'assurer de l'effectivité du cessez-le-feu, toujours au Nord Kivu et au Sud Kivu, une mission qui a été assignée à la MONUSCO par l'Organisation des Nations Unies il y a quelques jours. Voilà donc en bref la situation actuelle au niveau de l'aéroport de Goma. Voilà, il y a un gros soulagement observé au sein du peuple congolais, notamment ceux vivant à Goma, puisque cet atterrissage constitue un motif de voilà d'espoir, un motif même de voilà de soulagement pour un lendemain meilleur. Et tel que je vous l'ai dit, c'est la preuve que les lignes sont en train de bouger sur les terrains, tout comme elles sont en train de bouger, n'est-ce pas, dans les différents salons diplomatiques où les pourparlers se poursuivent. Il s'agit là de pourparlers des Doha, mais également de pourparlers des accords de Washington qui tardent toujours à être mis en application, mesdames et messieurs. Alors, comme nous sommes en train de parler justement des accords de Washington, on va devoir parler de ces nouveaux bras de fer entre
la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique autour, n'est-ce pas, des minerais critiques dont regorge la République démocratique du Congo. Alors, l'alerte a été donnée par l'agence Reuters qui a révélé, n'est-ce pas, une interview du ministre congolais des Mines qui a dit que la RDC était prête à se tourner vers un autre partenaire autre que les États-Unis si les accords de Washington ne sont pas mis en application. Voilà donc la menace brandie par la République démocratique du Congo sur les États-Unis d'Amérique. Et donc les États-Unis d'Amérique sont tenus de mettre en application ou de faire respecter les accords de Washington afin d'espérer que la RDC ne se tourne pas vers d'autres partenaires. Alors, qui dit d'autres partenaires stratégiques dans les domaines de minerais fait allusion notamment à la Chine, mais également aux Émirats arabes unis et d'autres puissances qui voudraient avoir accès, n'est-ce pas, aux différents carrés miniers en République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que le ministre congolais des Mines a dit exactement? Il s'agit de Watum Kabamba, pour ceux qui ne connaissent pas son nom. Il dit ceci: tout ce que nous avons fait avec l'Amérique constitue un cadre dans lequel nous discuterons des questions d'intérêt commun. C'est tout. Donc, c'est ce que d'abord Louis Ouatum Kabamba, le ministre congolais des Mines, a soulevé en marge de la conférence minière Indaba au Cap. Et donc, il a poursuivi en ce sens. Cela pourrait devenir un grand projet. Cela pourrait aussi devenir un autre projet qui ne les intéresse pas. Nous allons poursuivre des discussions car il existe de nombreux autres partenaires avec lesquels s'entretenir. Voilà donc ce que j'étais en train de vous dire, très chers abonnés. La RDC s'est dit prête, n'est-ce pas, à abandonner ou à se tourner vers un autre partenaire autre que les États-Unis, si les États-Unis, n'est-ce pas, ne s'appliquent pas pour, n'est-ce pas, la mise en application des accords de Washington. Alors, les accords de Washington sont assortis de plusieurs clauses, parmi lesquelles il y a notamment le retrait de troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Il y a également, n'est-ce pas, les échanges économiques, l'accompagnement de plusieurs projets d'intérêt général en République démocratique du Congo. Et donc, si les États-Unis ne poussent pas pour que ces accords-là puissent être appliqués, la RDC, n'est-ce pas, se tournera ou pourrait se tourner en toute souveraineté vers un autre partenaire, c'est-à-dire vers peut-être la Chine, les Émirats arabes unis, le Qatar ou même la Russie. Alors le Congo, qui abrite certaines de plus importantes réserves mondiales de cobalt, de cuivre et de lithium, a signé en décembre un accord cadre avec les États-Unis visant à développer une chaîne d'approvisionnement pour les minéraux critiques utilisés dans des centres de données, la défense et les véhicules électroniques. Washington souhaite avoir accès à un large éventail de ressources naturelles dans sa lutte pour contrer la domination chinoise. Donc les États-Unis ont signé ces accords de Washington-là, ces accords, donc les accords les accords miniers avec la République démocratique du Congo, en échange, bien évidemment, des accords de Washington qui ont débouché par une signature de traité de paix entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Donc, les États-Unis se sont ou ont approché la République démocratique du Congo, n'est-ce pas, pour essayer un peu d'en finir avec la domination chinoise sur les minerais en République démocratique du Congo. Alors, Watum Kabamba, le ministre congolais des Mines, a poursuivi en ce sens. Pour ceux qui pensent que nous allons tout brader aux Américains, je dois être très clair. Nous n'avons rien vendu et nous ne vendrons rien pour rien. Donc, il n'y a rien pour rien. Selon Watum Kabamba, le ministre congolais des Mines, la République démocratique du Congo ne vendra rien aux Américains sans rien attendre en contrepartie. Et je vous ai parlé de la première contrepartie. La première contrepartie, c'était justement la levée des mesures de défense du Rwanda en République démocratique du Congo. Donc, Washington est tenu de faire tout pour que le Rwanda puisse, n'est-ce pas, retirer ses mesures de défense ou ses troupes
en République démocratique du Congo, faute de quoi la RDC se tournera vers un autre partenaire. Voilà ce qu'il faut retenir, n'est-ce pas, de cette menace brandie par le ministre Watoum Kabamba, qui a d'ailleurs déclaré que le potentiel minier du Congo est exploité aujourd'hui à moins de 10%. Donc pour le ministre congolais des Mines, comment dirais-je, le potentiel minier de la République démocratique du Congo n'est exploité qu'à quelques 10%, et donc il y a 90% encore des minerais stratégiques en République démocratique du Congo qui ne sont toujours pas, n'est-ce pas, qui n'est toujours pas exploité. Ces pays d'Afrique centrale abritent d'importantes sociétés minières dont Glencore, vous savez tous les controverses qu'il y avait eu autour de cette société, et beaucoup d'autres sociétés chinoises qui œuvrent vraiment dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo. La rivalité entre la Chine et les États-Unis ne nous intéresse pas. Nous devons jouer notre propre jeu en tant que RDC, a donc déclaré le ministre Watoum Kabamba. Nous avons nos propres problèmes. Nous devons nourrir notre population. Nous devons investir dans le capital humain de notre jeunesse. Donc, c'est tout ce qui importe pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, la RDC veut attirer des investisseurs, notamment les investisseurs américains dans les secteurs miniers, pour, n'est-ce pas, exploiter les minerais de la RDC afin que la population congolaise puisse en bénéficier, puisque le ministre Watoum Kabamba vient de préciser exactement que la RDC est dans les devoirs, n'est-ce pas, de résoudre ses propres problèmes à travers son potentiel minier, c'est-à-dire nourrir la population, protéger sa population et même assurer le bien-être à sa population. Voilà donc l'urgence dans laquelle se place la RDC aujourd'hui. La RDC dit n'avoir pas bradé les minerais, ces minerais, sans rien entendre en retour. C'est-à-dire, il y a d'abord une confirmation que la RDC est en passe, n'est-ce pas, de vendre ces minerais aux États-Unis d'Amérique avec une contrepartie. Et parmi ces contreparties-là, disons, si on parle, n'est-ce pas, de différentes contreparties auxquelles la RDC s'attend, il y a notamment la sécurisation ou la pacification de la partie est du pays. Or, aujourd'hui, on se rend compte que tout n'est qu'utopique, chimérique, et donc la RDC commence de plus en plus à hausser les tons et à appeler les États-Unis d'Amérique à l'action, faute de quoi la RDC se tournera vers d'autres partenaires. Mesdames et messieurs, je ne sais pas si, je sais pas comment vous accueillez cette menace brandie par la République démocratique du Congo contre les États-Unis d'Amérique, qui est la conséquente, n'est-ce pas, des accords sur les minerais signés entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, il se murmure que les États-Unis d'Amérique ont déjà commencé à exploiter certains carrés miniers en République démocratique du Congo, et donc la RDC s'attend à une contrepartie visible, une contrepartie qui soit à même, n'est-ce pas, d'avoir de l'impact sur les terrains. Donc, c'est dans les secteurs miniers que ces nouvelles menaces brandies par la République démocratique du Congo viennent de surgir, mesdames et messieurs. À vous de nous dire si vous trouvez ces menaces beaucoup plus, comment dirais-je, suffisamment dissuasive pour les États-Unis d'Amérique, pour amener finalement Donald Trump à passer à l'action en République démocratique du Congo. Alors, puisque nous restons toujours dans le cadre de ces accords de Washington, retenez que du fait du non-respect sur les terrains des accords de Washington, du fait des, voilà, des affrontements qui se poursuivent sur les terrains, les États-Unis d'Amérique ont envisagé, n'est-ce pas, à travers notamment la Chambre de représentants et les Sénats, de, comment dirais-je, de brandir d'autres sanctions ou déposer d'autres sanctions vis-à-vis du Rwanda afin d'appeler le Rwanda à retirer ses mesures de défense en République démocratique du Congo. Alors, le Rwanda a réagi par rapport à cette menace brandie par les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique qui sont en passe, n'est-ce pas, de formuler d'autres sanctions vis-à-vis des
Rwanda et même vis-à-vis des différents dignitaires du pouvoir au Rwanda. Alors le Rwanda a réagi en disant ne pas avoir du tout peur des sanctions que les États-Unis d'Amérique sont en train d'envisager à son encontre. Alors, c'est le ministre des Affaires étrangères rwandais, Olivier Nduhungirehe, qui a réagi par rapport à ça. C'était dans une interview à la Radio France Internationale, la radio française. Il a notamment déclaré que si les sanctions pouvaient ramener, n'est-ce pas, la paix à l'est de la RDC, il était prêt à signer même à l'instant. Il était prêt, n'est-ce pas, à signer immédiatement. Mais lui pense que les causes du conflit en République démocratique du Congo sont étrangères, n'est-ce pas, à tout ce que envisagent les États-Unis d'Amérique. Alors, je vais vous laisser suivre Olivier Nduhungirehe, le ministre rwandais des Affaires étrangères, pour que vous puissiez vous enquérir, mesdames et messieurs, de la position du Rwanda par rapport à la menace de plus en plus grandissante des États-Unis d'Amérique, la menace de sanctions. Suivez Olivier Nduhungirehe, puis on revient après. Olivier Nduhungirehe, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. La guerre dans l'est de la RDC se poursuit malgré les différents accords signés depuis le mois de juin à Washington et à Doha. En décembre, la FCM 23 s'est retirée de la ville d'Ouvira, un pas important, mais il y a ensuite eu ces tirs de drone à Kisangani. Que faut-il désormais pour que cette rébellion soutenue par le Rwanda cesse ses attaques dans l'est de la RDC ? Il n'y a aucun jour qui passe sans qu'il n'y ait d'attaques aériennes de la part du gouvernement congolais contre les positions de la FCM 23, ce qui est en violation du cessez-le-feu, mais aussi, ce qui est plus inquiétant, contre des villages Banyamulenge, dans un contexte de montée des discours de haine. Et donc, le président Tshisekedi signe un accord de paix ou un accord de cessez-le-feu par la main, mais pas par le cœur. Donc c'est ça le problème. Vous parlez aujourd'hui des Banyamulenge. Hier, le Rwanda faisait reposer le problème sur la présence des FDLR, cette rébellion créée par d'anciens génocidaires et qui continue de vouloir renverser le régime au Rwanda. Côté congolais, on accuse le Rwanda de maintenir cette guerre pour s'accaparer les minerais. Oh, ça c'est un discours simpliste et ils savent bien que cela n'est pas la vérité. Il y a un problème FDLR à l'est de la RDC. Ces génocidaires qui ont commis le génocide au Rwanda en 1994 et qui ont été entretenus, qui ont été soutenus par le gouvernement congolais et qui ont même été intégrés dans l'armée congolaise. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a eu les accords de Washington. Il doit y avoir un engagement de la RDC de neutraliser les FDLR et de permettre au Rwanda de lever ses mesures de défense. Donc les FDLR est une question importante qui est au centre de ce conflit et qui doit être résolue par la neutralisation comme l'exigent les accords de Washington. Le Rwanda vient de confirmer fin janvier une coordination sécuritaire avec la FCM 23, alors que votre pays, monsieur le ministre, démentait jusqu'alors soutenir militairement ce groupe armé. Pourquoi le reconnaître à présent ? Parce que la FCM 23 est un mouvement congolais. Soutenu par le Rwanda. Il y a des intérêts communs entre le Rwanda et la FCM 23. Et ces intérêts communs s'appellent FDLR. Mais pourquoi le reconnaître maintenant ? Pourquoi l'avoir démenti auparavant ? Patrick Muyaya, ministre porte-parole du gouvernement congolais, considère que ce sont les aveux d'un régime assis sur le mensonge. Il l'a redit en substance sur notre antenne hier. Que lui répondez-vous ? Oh, le mensonge, il sait de quoi il parle, Patrick Muyaya, puisque c'est le gouvernement congolais qui a intégré ces génocidaires FDLR en son sein. Et à l'heure où on vous parle, les FDLR sont toujours soutenus par le gouvernement congolais. Donc quand Patrick Muyaya parle de mensonges, il sait de quoi il parle. Certaines voix réclament des sanctions internationales contre le Rwanda. Les États-Unis pourraient prendre cette décision assez rapidement. Alors on a entendu il y a quelques jours le président Paul Kagame répondre à cette menace avec véhémence. Vous non plus, monsieur le ministre, cela ne vous effraie pas plus que cela ? Si les sanctions pouvaient régler les problèmes endémiques de la RDC, je signerais demain matin. Savez-vous qu'en 2012, en 2013, il y avait aussi des sanctions contre le Rwanda ? Est-ce que ça a réglé le problème de la RDC, de M23 pour autant ? Non. La guerre a repris 8 ans plus tard, en octobre 2021. Donc cette histoire de sanctions, comme si c'était une baguette magique, ça ne fait aucun sens. Il n'y a aucune sanction dans ce bas monde qui va nous empêcher de sécuriser notre frontière et de s'assurer que notre population ne subisse pas ce qu'elle a subi en 1994 aux mains des FDLR. Et ça ne serait pas un coup dur pour le régime, pour sa stature internationale, pour l'attrait économique du Rwanda aussi ? Non, mais ça s'est fait déjà dans le passé, donc ça c'est pas une question qui est valide. Nous sommes dans un monde où chacun doit porter sa croix. Les sanctions, on ne les craint pas
Et ce n'est pas le sujet. Le sujet est de régler le problème congolais à la source, c'est-à-dire en s'attaquant aux causes profondes. Est-ce que les accords de Washington, finalement, n'assurent pas surtout les intérêts économiques américains, l'approvisionnement en minerais notamment, sans atteindre les conditions d'une paix effective sur le terrain entre vos deux pays, le Rwanda, monsieur le ministre, et la RDC? Les accords de Washington pour la paix et la prospérité ont d'abord une composante sécuritaire. Mais ça ne marche pas apparemment sur le terrain. Ça ne marche pas puisque ça n'est pas mis en œuvre. Et donc c'est pour ça que nous avons appelé aux États-Unis et même à l'Union africaine, à la médiation africaine, pour régler cette question sécuritaire, ce qui va ouvrir la voie à une mise en œuvre du volet économique. Donc vous y croyez toujours? On y croit toujours, bien sûr. S'il y a dans la préservation des intérêts américains... Si les sanctions pouvaient régler les problèmes, je signerais demain, a donc déclaré Olivier Nduhungirehe, le ministre des Affaires étrangères rwandais, réagissant, n'est-ce pas, aux menaces brandies par les États-Unis d'Amérique, les députés américains, le sénateurs américains contre le Rwanda, c'est-à-dire les menaces de nouvelles sanctions, d'une nouvelle pluie de sanctions, d'une tornade de sanctions contre le Rwanda. Et donc, Olivier Nduhungirehe dit dans cette interview que vous venez de suivre, une interview accordée à la Radio France Internationale à partir de Addis Abeba, où il est en train, n'est-ce pas, de préparer le sommet de l'Union africaine. Il dit que son pays, le Rwanda, n'a aucunement peur des sanctions de quelque nature que ce soit ou de quelque forme que ce soit qui pourrait provenir des États-Unis d'Amérique. Voilà donc l'engrenage dans lequel se trouvent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique et principalement Donald Trump. C'est-à-dire, d'une part, la RDC menace de rompre les accords de Washington si ces derniers ne sont pas mis en application, notamment à travers le forcing des États-Unis d'Amérique. Et d'autre part, le Rwanda dit n'avoir aucunement peur des sanctions américaines de quelque nature que ce soit. Donc Donald Trump se trouve en quelque sorte entre le marteau et l'enclume, dans un engrenage où il est à la fois obligé de suivre comment dirais-je, le narratif de la RDC et de essayer un peu de pousser pour que le Rwanda puisse fléchir, mais il n'y arrive pas, puisque le ministre des Affaires étrangères rwandais a déclaré que le Rwanda n'est pas prêt à céder sous pression américaine. Le Rwanda reste, n'est-ce pas, fixe, reste obstiné à son narratif, à sa conception même de la guerre, de la cause de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, qui n'est rien d'autre, selon le narratif du Rwanda, que la mauvaise gouvernance en RDC et la persécution dont, n'est-ce pas, sont victimes les minorités Banyamulenge établies dans le haut et dans les moyens plateaux au sud Kivu. Par ailleurs, le Rwanda signale également que le non-respect du cessez-le-feu est dû, n'est-ce pas, à la mauvaise volonté des dirigeants congolais qui ne veulent pas, n'est-ce pas, observer un cessez-le-feu sur les terrains. Donc, il y a une sorte d'engrenage dans lequel se trouvent aujourd'hui les États-Unis d'Amérique, au point qu'on se demande comment, finalement, les Américains et Donald Trump en tête des files, n'est-ce pas, vont s'y prendre. La RDC qui exerce une pression, les États-Unis qui exercent également une pression sur le Rwanda, mais une pression qui est décidément sans effet, puisque le Rwanda refuse, n'est-ce pas, de fléchir face à cette pression américaine que d'ailleurs les dirigeants rwandais n'arrivent pas toujours à comprendre, mesdames et messieurs. Alors nous abordons maintenant le chapitre lié au dialogue entre Congolais. Alors il y a une controverse, on vous en parle tous les jours, très chers abonnés. Les opposants d'une part qu'ils restent, n'est-ce pas, cloîtrés sur leur position, sur leur soutien au schéma proposé par les évêques, et d'autre part, les régimes restent cloîtrés sur ce schéma proposé
n'est-ce pas, son schéma qui promeut Joao Lorenzo comme médiateur. Donc, il y a une guerre déjà autour de qui doit être médiateur. Kinshasa pense que c'est Lorenzo. Pendant ce temps, l'opposition tout entière quasiment pense que ce sont les évêques qui doivent assurer la médiation de ces négociations ou de ces dialogues entre Congolais. Alors, il y a une avancée puisque cette fois, c'est Luanda, c'est la République d'Angola qui a communiqué par rapport, n'est-ce pas, au format que devraient prendre les dialogues. Alors, c'est quoi le communiqué, la communication de la présidence angolaise concernant le lancement de la phase préparatoire du dialogue intercongolais qui se déroulera à Luanda? La République d'Angola a officiellement reçu mandat d'engager des consultations avec les différentes parties congolaises en vue de préparer un dialogue intercongolais. Il s'agit de l'une des résolutions ici de la rencontre de Luanda qui a réuni le président angolais Joao Lorenzo, également président en exercice de l'Union africaine, dont le mandat est en train d'ailleurs de s'écouler. Son homologue congolais Félix Tshisekedi, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, médiateur de l'Union africaine dans la crise congolaise, ainsi que Olusegun Obasanjo, représentant des 5 anciens chefs d'État désignés comme facilitateurs du processus de paix en RDC. Dans une communication faite ce mercredi 11 février 2026, la présidence angolaise a fait les points sur cette recommandation. Luanda a promis de révéler en temps voulu les lancements de la phase préparatoire de ces dialogues tant attendus dans l'environnement sociopolitique congolais en vue d'appuyer le processus de Washington ainsi que celui de Doha. Concernant les débuts de la phase préparatoire du dialogue intercongolais qui se déroulera à Luanda, nous l'annoncerons en temps voulu, a renseigné donc la présidence angolaise. Les positions des acteurs politiques congolais divergent fortement. Le pouvoir défend un dialogue encadré, piloté par les institutions de la République, excluant toute remise en cause de l'ordre constitutionnel et toute forme d'impunité. À l'inverse, les partis Ensemble pour la République de Moïse Katumbi rejettent un dialogue conduit par le pouvoir et estiment qu'il ne peut être crédible que sous l'égide du tandem formé par la CENCO et l'ECC à l'origine d'une feuille de route commune pour un dialogue national. Cette formation qualifie les schémas présidentiels de simulacres de dialogue. C'est aussi la position de Martin Fayoulou qui insiste sur les rôles des églises. Les confessions religieuses, en particulier CENCO et ECC, défendent une approche inclusive du dialogue tout en affirmant que l'inclusivité ne signifie pas l'impunité. Elles évoquent la possibilité du mécanisme de justice transitionnelle et appellent à un dialogue rapide afin d'éviter l'enracinement des groupes armés dans les zones occupées. D'autres acteurs de la société civile soulignent, à l'instar de responsables associatifs, que le dialogue n'est pas une blanchisserie, tout en reconnaissant la nécessité d'un cadre de discussion pour sortir de l'impasse. Voilà donc où est-ce qu'on en est. Luanda renseigne ou informe qu'il va débuter l'étape préparatoire, les travaux préparatoires du dialogue intercongolais. Et ces travaux préparatoires-là auront lieu en Angola. Donc, c'est Luanda qui abritera les travaux préparatoires de ces dialogues-là. Ces travaux-là ne se feront pas à Kinshasa, puisque à l'heure actuelle, les lieux du dialogue également posent problème. Kinshasa insiste sur le fait que le dialogue doit se tenir impérativement au pays, c'est-à-dire dans la capitale Kinshasa. Et pourtant, très peu d'opposants aujourd'hui sont capables ou sont à même de mettre leurs pieds à Kinshasa. Et donc, leur situation sécuritaire, leur sécurité même, pose des questions. Comment, par exemple, des opposants comme Seth Kikouni qui ont fui les pays du fait des menaces, des opposants comme Joseph Kabila qui ne peuvent quasiment plus mettre leurs pieds à Kinshasa, ou encore Moïse Katumbi qui sont partis du pays depuis très longtemps, ont besoin de revenir sur d'autres opposants comme Matata Pogno, par exemple, qui a fui
récemment les pays dans des circonstances quasiment dramatiques, comment ceux-là, tous ces opposants-là, pourraient se sentir en sécurité à Kinshasa. Donc ça pose problème et donc il a été décidé que les travaux préparatoires de dialogue intercongolais dont la mission a été officiellement donnée au président angolais Joao Lourenço, qui dit officiellement donné, dit donc que la mission leur a été confiée par le président Félix Tshisekedi, qui a toujours revendiqué, n'est-ce pas, l'impérium, qui a toujours revendiqué, n'est-ce pas, la capacité unique ou le plein pouvoir à convoquer un dialogue intercongolais. Donc Tshisekedi a donné le pouvoir à Joao Lourenço de convoquer, disons, de déclencher ou d'enclencher le travaux préparatoires du dialogue intercongolais. Et ces travaux préparatoires-là, retenez-le bien, se tiendront à Luanda. Alors cela pose beaucoup de questions. Si les travaux préparatoires se feront à Luanda, est-ce une manière pour Kinshasa de céder face à la pression de l'opposition et de fixer finalement le dialogue intercongolais à Luanda? Alors ça pose des questions. Dites-nous, très chers abonnés, si vous pensez que Luanda serait le lieu idéal pour tout le monde, les dénominateurs communs pour tous les acteurs politiques congolais, aussi bien pour ceux qui sont pour la tenue du dialogue à Kinshasa ou pour ceux qui sont pour la tenue du dialogue en dehors de la République démocratique du Congo. Dites-nous si Luanda vous semble être le lieu parfait, le lieu idéal, n'est-ce pas, pour le déroulement serein des dialogues intercongolais. Alors, puisque nous sommes en train de parler des dialogues intercongolais, c'est là qu'on va chuter, mesdames et messieurs. Un média angolais a informé ou a publié un article dans lequel il revient sur les préalables que Joseph Kabila aurait fixé, aurait soufflé à Joao Lourenço pour participer au dialogue convoqué par Félix Tshisekedi. Alors, vous savez très bien que le dialogue convoqué par Félix Tshisekedi ne passe pas du tout aux yeux de tous les opposants. La plupart d'entre eux disent n'être pas intéressés par ce dialogue-là, simplement du fait que Félix Tshisekedi est un dribbleur, c'est ce qu'ils disent. Simplement du fait qu'ils ne peuvent pas se fier à la parole de Félix Tshisekedi et simplement parce qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, s'aligner derrière une initiative, juger des simulacres des dialogues impulsés par Félix Tshisekedi. Donc, il y a une controverse à ce niveau-là. Il y a une divergence à ce niveau-là. Et voilà pourquoi la plupart d'opposants s'alignent derrière l'initiative de la Cinco. Mais qu'a dit Kabila exactement à Joao Lourenço pour participer au dialogue convoqué par Félix Tshisekedi? Alors, ces médias ont soulevé plusieurs préalables fixés par Joseph Kabila. C'est le journal angolais Periodico de Angola. Voilà donc le nom de ce journal angolais-là, qui dit que Joseph Kabila accepte de venir en Angola pour rencontrer Félix Tshisekedi dans le cadre du dialogue inclusif, mais pose comme condition. Alors, je vous ai dit de faire très attention, puisque je venais justement de vous parler du lieu où se tiendraient les dialogues. Ces médias également informent que les dialogues devraient finalement se tenir à Luanda et non plus à Kinshasa. Tout comme les travaux préparatoires qui devront avoir lieu à Luanda, les dialogues proprement dit également devraient se tenir à Luanda. C'est ce que l'on retient de cette dépêche, n'est-ce pas, faite par ces médias angolais. Alors, il y a au total 5 préalables fixés que Joseph Kabila aurait fixés à Joao Lourenço avant, n'est-ce pas, de venir, n'est-ce pas, participer au dialogue entre Congolais convoqué par Félix Tshisekedi et sous le format qu'il a voulu. Alors, le premier préalable, c'est
que Félix Tshisekedi appelle ouvertement par un discours à la télévision nationale au dialogue inclusif avec toute l'opposition. Voilà le premier préalable. Donc, pour que Kabila participe au dialogue intercongolais tel que envisagé ou proposé sous le format voulu par Félix Tshisekedi, il faut d'abord que Félix Tshisekedi fasse une déclaration solennelle à la télévision nationale, donc à la RTNC, où il est en train d'appeler tous les opposants, donc entre parenthèses, les opposants armés et les opposants non armés, à participer à ces dialogues-là ou à venir, n'est-ce pas, participer à ces dialogues inclusifs. C'est le premier préalable fixé par Joseph Kabila. Le deuxième, que Félix Tshisekedi libère tous les membres du PPRD emprisonnés. Qui dit les membres du PPRD emprisonnés fait notamment allusion à ceux qui ont été récemment enlevés, Aubin Minakou, qui est quasiment le numéro 2 du parti, Ramazani Chadari, qui était le secrétaire général du parti. Il y a bien d'autres. Parole Camisello, qui est l'un de ceux qui ont, n'est-ce pas, été arrêtés pour, n'est-ce pas, des propos jugés diffamatoires vis-à-vis du président de la République. Donc, le deuxième préalable de Joseph Kabila, que Joseph Kabila aurait soufflé à Joao Lourenço, c'est la libération de tous les prisonniers appartenant à son parti, le Parti du peuple pour la reconstruction de la démocratie, PPRD. Troisième préalable, que Félix Tshisekedi puisse rétablir le PPRD comme parti politique. Alors vous savez que dans la rhétorique du régime en place, le PPRD a été plus est désormais considéré comme une rébellion, comme un groupe armé, puisqu'on a même entendu des dignitaires du pouvoir criminaliser le PPRD et le traiter plutôt comme un groupe armé plutôt qu'un parti politique. D'ailleurs, la plupart des sièges du PPRD ont été vandalisés. Plusieurs cadres du PPRD ont été arrêtés, simplement de ces faits-là, du fait que le pouvoir avait dit avoir établi un lien entre les PPRD et l'AFC M23. Voilà pourquoi depuis lors, plusieurs leaders du PPRD ont été arrêtés et même le siège du parti a été vandalisé. Le parti a été quasiment criminalisé. Et donc, Joseph Kabila fixe comme préalable que Félix Tshisekedi puisse réhabiliter le PPRD comme parti politique à part entière et non un groupe armé comme ça s'est dit dans le rouage du pouvoir. Quatrième préalable, que Tshisekedi puisse payer la destruction de la résidence de Joseph Kabila par la milice de l'IDPS, Force du Progrès. Donc, le quatrième préalable de Joseph Kabila, c'est que Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi doit reparer tous les préjudices causés aux différentes résidences de Joseph Kabila. Il y a notamment le GLM et bien d'autres résidences de Joseph Kabila. De réparer les préjudices causés par les attaques de certains, n'est-ce pas, militants de l'IDPS appartenant à la force du progrès. Ça, c'est le quatrième préalable. Et enfin, c'est le préalable d'ailleurs qui fait parler beaucoup de gens. Joseph Kabila voudrait rester en intimité avec Félix Tshisekedi avant les dialogues. C'est-à-dire, Joseph Kabila voudrait s'entretenir en tête-à-tête. C'est la seule, comme on l'a dit, entre hommes avec Félix Tshisekedi avant la tenue des dialogues. Alors, je ne sais pas pourquoi Joseph Kabila aurait fixé cela comme préalable. Peut-être pour une discussion intime. On ne sait pas encore. Mais en tout cas, c'est l'un des préalables soulevés dans le cadre de cette dépêche par ces médias
angolais, ces médias angolais qui a, n'est-ce pas, révélé les contenus, n'est-ce pas, de différents, du cahier des charges que Joseph Kabila aurait remis à Joao Lourenço, qui devrait assurer la médiation du dialogue entre Congolais. Les 5 préalables là, faute de quoi Joseph Kabila ne se présentera pas au dialogue entre Congolais sous le format voulu et proposé par Félix Tshisekedi, mesdames et messieurs. Comment trouvez-vous ces préalables? Dites-nous si ils tiennent. Alors là, vraiment, on est dans des extrêmes. Autant Félix Tshisekedi est dans des extrêmes à travers ses préalables, autant Joseph Kabila également est dans des extrêmes. Et le travail justement de Joao Lourenço, c'est d'essayer de trouver un lien, un dénominateur commun entre ces deux acteurs politiques majeurs de la République démocratique du Congo. L'un ancien président qui a laissé les fauteuils à l'autre et l'autre qui est encore en exercice et qui a recalé l'autre, n'est-ce pas, de sa gouvernance. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'essentiel de ce que nous tenions à vous communiquer dans le cadre de ces WAP décryptage. À vous de nous donner vos différents avis. Dites-nous ce que vous pensez par rapport à tous ces sujets d'actualité. L'aéroport de Goma qui, finalement, n'est-ce pas, a reçu le premier atterrissage. Hein. C'est un hélicoptère transportant Madame Viviane Van de Peer, qui est la chef de la MONUSCO par intérim. Un atterrissage qui arrive plus d'1 an après la fermeture de cet aéroport-là. Bien évidemment, c'est les signes que les lignes sont en train de bouger. La position du Rwanda qui dit n'avoir aucunement peur des sanctions des États-Unis d'Amérique par rapport à tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, les menaces brandies par la République démocratique du Congo vis-à-vis des États-Unis d'Amérique si les accords de Washington ne parviennent pas à être matérialisés, mais également la question liée au dialogue dont les travaux préparatoires devraient ou vont débuter tantôt à Luanda et non plus à Kinshasa, mais également les préalables fixés par Joseph Kabila. Dites-nous ce que vous pensez par rapport à tous ces 5 sujets phares d'actualité sur lesquels nous sommes revenus dans le cadre de ces WAP décryptage. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous disons également merci à Faustin Mouyoua de nous avoir réalisé, à Thomas Zawadi d'avoir supervisé cette production. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour d'autres décryptages, toujours sur WAP Info Télévision.